Imaginez payer, je sais pas, des dizaines de milliers de dollars pour des vacances, mais avec un seul but en tête, acheter l'absence totale de quelque chose. Ouais, le vide, presque. Exactement. Et pas nécessairement acheter plus de caviar ou des lits plus immenses ou, des lustres plus brillants, non. L'élimination pure et simple de la friction. Le droit d'exister pendant quelques semaines sans jamais, au grand jamais, ressentir la moindre micro-anxiété logistique. C'est fascinant. C'est fou, hein? Parce que c'est un renversement complet du paradigme traditionnel. On a tellement l'habitude d'évaluer le luxe par l'accumulation matérielle. Mais oui, on ajoute des couches de privilèges, des accès coupe-fil, du marbre partout, des dorures. Mais au sommet de l'industrie, le luxe, ce n'est plus ce qu'on ajoute, c'est ce qu'on retire. Tellement vrai. Et c'est précisément ce qui rend notre analyse d'aujourd'hui si captivante. On se plonge dans une étude super détaillée qui a été publiée en avril 2026 par Yvan Junior Blanchette. Une excellente analyse d'ailleurs. Vraiment. Il décortique l'expérience et le modèle d'affaires de Silversea Cruises. Et notre idée pour quiconque nous écoute aujourd'hui, ce n'est pas de lire une brochure touristique, là. Non, on veut comprendre la mécanique. Comment une marque réussit à définir et surtout à dominer le segment de l'ultraluxe depuis 30 ans. OK, décortiquons tout ça. Parce que pour n'importe qui s'intéresse à la stratégie d'entreprise ou à l'expérience client, c'est une véritable classe de maître sur la création d'un standard mondial. Surtout dans une industrie comme celle des croisières, c'est une industrie qui traîne souvent un bagage de clichés très lourd. Oh que oui, des foules, des buffets bruyants. Exact. Fait que, en regardant comment une entité s'extrait de cette masse pour créer sa propre catégorie, on découvre des leviers psychologiques vraiment universels. Et tout commence par une notion fondamentale dans le haut de gamme, c'est la légitimité. Le texte de Blanchette nous remène en 1994 à la fondation de l'entreprise par Antonio Lefebvre d'Ovidio. Et ce qui frappe avec cette date-là, c'est qu'ils n'ont pas juste lancé une compagnie de plus. Non, ils ont littéralement inventé le concept de la croisière ultra-luxe tout inclus. C'est ça. Aujourd'hui, on tient pour acquis que dans un voyage haut de gamme, les alcools premium, les pourboires ou même le Wi-Fi, tout est intégré. C'est devenu la norme. Ouais, mais il y a 3 décennies, c'était une rupture totale. Ils ont défini la norme. Et ils l'ont fait en misant sur des petits navires, accueillant entre 388 et 728 passagers environ. Avec un ratio équipage-passager qui frôle le 1 pour 1. 1 pour 1, c'est énorme. Et cette ancienneté-là, ce statut de pionnier, ça agit comme une véritable police d'assurance mentale. Ah, j'aime cette expression, une police d'assurance mentale. Il faut se mettre dans la peau d'un client qui s'apprête à faire un investissement majeur. C'est souvent pour célébrer un moment unique dans une vie, un 50e anniversaire de mariage, une retraite. L'anxiété de se tromper est énorme à ce prix-là. C'est clair. Et le fait que la marque ait été rachetée par le géant Royal Caribbean en 2018, ça aurait pu diluer cette promesse-là. Mais non, ils ont su préserver cette indépendance très haut de gamme. 30 ans de constance, ça efface le doute. C'est la référence absolue. Mais en s'entend sur une chose, le terme « tout inclus », ça transporte son propre lot d'images mentales. Et disons que ça ne crie pas toujours « ultra luxe ». Non, pas du tout. Quand on entend ça, on imagine souvent des complexes bondés dans le sud, des files d'attente avec des plateaux en plastique au buffet ou le stress de devoir se lever à 6 heures du matin pour aller réserver une chaise longue avec une serviette. Le fameux combat des chaises longues, ouais. Exact. Fait que comment on prend une mécanique fondamentalement conçue pour le volume de masse et on la transforme en summum de l'élégance? C'est une excellente question. En lisant les notes de l'article, j'ai réalisé que l'objectif de leur tout inclus à eux, ce n'est pas du tout la consommation illimitée. Non. L'objectif, c'est de tuer l'environnement commercial. Tuer l'environnement commercial, ça sonne presque dramatique. C'est le cœur même de leur stratégie, retirer l'argent de l'équation cognitive du passager. Il suffit d'imaginer la charge mentale, même si elle est minime, de devoir signer une facture après chaque café commandé. Ah oui, chercher sa carte, ajouter un pourboire. Ou de calculer mentalement combien donner un sommelier après un souper. C'est ça, la fameuse friction dont on parlait au début. Chaque petite signature, chaque transaction, c'est un rappel qu'on est en train d'acheter un service. Exact. C'est une micro-interruption qui nous ramène à la réalité matérielle. Et ça brise l'illusion. Totalement. En éliminant l'acte de payer à bord, on transforme une série de transactions commerciales en une illusion d'hospitalité pure. Le client a l'impression d'être l'invité d'honneur dans la maison d'un ami riche et infiniment généreux. Plutôt qu'un simple consommateur dans un hôtel flottant, oui. C'est l'invisibilité totale du budget au quotidien. Et cette philosophie de l'absence de friction, elle ne s'arrête pas aux aires communes.
Elle dicte la conception même des espaces privés. C'est là qu'on arrive au deuxième point majeur de l'analyse. L'article de Blanchette mentionne un fait assez radical. Il n'y a aucune cabine standard. Zéro? On parle exclusivement de suites. Uniquement des suites, ouais. Avec vue sur l'océan, des espaces immenses, des salles de bain en marbre, mais le détail qui fait vraiment basculer l'expérience, le truc qui agit comme le déclencheur psychologique pour beaucoup d'acheteurs, c'est le majordome. Le fameux majordome. Chaque suite vient avec les services d'un majordome personnel. Et là, je t'avoue que pour les gens qui ne gravitent pas quotidiennement dans cette sphère de richesse extrême, ça peut sembler... Intense. Oui, intense au lustre. pince. L'idée même d'un majordome, ça renvoie à une dynamique un peu guindée, très rigide, presque digne d'un drame historique britannique à la télévision. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a. Je me fais l'avocat du diable ici, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour défaire ses propres valises? La réticence est super compréhensible, parce que l'archétype du majordome au cinéma est souvent froid, distant, un peu jugeant même. Tellement. Or, sur ces navires, le rôle a été complètement réingénieré. En lisant les descriptions du service, j'ai vu que l'image qui s'impose n'est pas celle d'un domestique. C'est plutôt celle d'un gestionnaire de projet personnel. C'est exactement ça. Un gestionnaire dédié à 100% à la réussite du séjour. C'est la personne qui repère vos habitudes, qui s'assure que le bon type de café est prêt au bon moment, qui orchestre les réservations pour les soupers. Qui gère la logistique du linge, les excursions. Son travail, ce n'est pas d'être obséquieux, c'est d'anticiper la friction avant même qu'elle n'apparaisse. Fait que si un vêtement est froissé dans la valise, il est pris en charge. Voilà. Si le client préfère un certain type de coussin pour dormir, il n'aura à le mentionner qu'une seule fois le premier jour. C'est un niveau d'attention incroyable. Mais la véritable trouvaille stratégique de Silversea ici, ce qui m'a vraiment surprise, c'est l'universalité de ce service. Ah, c'est crucial. Ce n'est pas réservé aux passagers qui ont payé, je ne sais pas, 100 000 $ pour la suite la plus extravagante au sommet du navire. Non, c'est le standard de base. Tout le monde a un majordome, Et psychologiquement parlant, c'est d'une puissance redoutable. parce qu'il n'y a pas de jaloux, Différente? ou des accès exclusifs à des salons privés, des piscines à part. Silversea aplatit complètement cette hiérarchie. Dès l'instant où l'on pose le pied à barre, le niveau d'attention suprême est garanti. Le fait que ce soit le standard minimum pour tous, ça élimine ce sentiment désagréable d'être un passager de seconde classe, peu importe la suite choisie. OK, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, Oui, parce qu'une fois qu'on a établi ce fameux cocon logistique, une fois que la valise est vidée par le gestionnaire de projet et que la transaction financière a été effacée de notre esprit, le prochain défi, c'est de contrôler ce qui se passe quand on sort de la suite. qu'est-ce qu'on fait de ces journées, en gros? Exactement. Et c'est ici que l'attention portée aux détails glisse de la logistique vers la culture, particulièrement avec leur troisième grand pilier, le programme SALT. SALT pour Sea and Land Taste. Oui, et il faut vraiment le voir comme une rupture nette avec l'approche traditionnelle de la restauration en croisière. C'est pas juste rajouter des tacos sur nos nus parce qu'on s'arrête au Mexique, là. Vraiment pas. On parle d'un écosystème complet. Le programme intègre des cours de cuisine régionale, très immersifs directement à bord, des excursions gastronomiques à terre. Des dégustations de vins pointus avec des producteurs locaux. Fait que la nourriture n'est plus juste un besoin ou même un simple divertissement, elle devient la traduction littérale de la géographie qu'on est en train de traverser. C'est une démarche qui s'oppose frontalement au tourisme de surface. Et le tourisme de surface, c'est vraiment le mal de l'industrie du voyage moderne. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est l'acte de débarquer quelques heures, de photographier un monument célèbre, d'acheter un petit souvenir fabriqué en Chine et de remonter à bord. Sans avoir réellement interagi avec le lieu ni les gens. Exact. Le programme SALT, lui, part du postulat sociologique que l'identité d'un peuple est encodée dans son agriculture. Dans ses marchés et ses recettes traditionnelles. C'est ça. Au lieu d'avoir un guide avec un petit parapluie qui pointe des bâtiments, la porte d'entrée vers la culture devient la table. J'adore ça. Aller au marché avec le chef du navire le matin, comprendre pourquoi une épice spécifique est utilisée à tel endroit précis de la Méditerranée. Puis retourner sur le bateau pour cuisiner ces mêmes ingrédients-là avec lui. On transforme une escale qui serait passive en une vraie acquisition de connaissances. L'article souligne très justement que c'est ce programme qui rend la marque culturellement unique parmi les offres occidentales. C'est le fameux antidote à l'homogénéisation du voyage. On ne protège plus le client de la culture locale en lui servant un filet mignon standardisé à chaque soir. Non, on utilise le confort absolu du navire comme une base sécuritaire pour oser l'exploration culturelle poussée. Et ça crée un pan tellement logique vers leur autre grand axe stratégique,
notre quatrième point. L'expédition. Oui, parce que si on est capable d'utiliser le luxe pour explorer la culture, la prochaine frontière, c'est d'utiliser ce même luxe pour explorer la géographie extrême. Et on touche ici au grand différenciateur de Silver Sea face à des concurrents majeurs comme Regent ou Seabourn, la croisière d'expédition. C'est un vrai changement de paradigme, non? Historiquement, le monde du voyage fonctionnait sur un compromis qui semblait inévitable. Si l'objectif, c'était l'aventure crue, s'approcher des glaciers en Antarctique, naviguer dans l'Arctique ou explorer les Galapagos, il fallait accepter un niveau de confort très spartiate. Des cabines exiguës, des navires scientifiques reconvertis avec les lits superposés. Une gastronomie purement utilitaire pour te garder en vie, l'inconfort était perçu comme le prix obligatoire à payer pour vivre l'authenticité de l'expédition. Et à l'inverse, si on voulait du marbre, du vrai champagne et un service irréprochable, on devait se contenter des routes touristiques hyper classiques. Les ports de la Méditerranée ou les Caraïbes, là où il y a des infrastructures. Le coup de génie de Silver Sea, ça a été de refuser ce choix binaire-là. Ils ont carrément fusionné les deux extrêmes. Et attention, on ne parle pas de navire classique qui ferait un petit détour prudent par une zone froide. Non, l'article est clair là-dessus. On parle de navires d'expédition certifiés pour les glaces, équipés de flottes entières de Zodiac. Avec des équipes de naturalistes, de biologistes marins et d'historiens qui sont intégrés à l'équipage en permanence. Le contraste sensoriel est complètement fou quand on y pense. L'analogie qui ressort de l'analyse, c'est d'imaginer une expédition sauvage digne de National Geographic, mais entraînant littéralement un palace derrière soi. C'est exactement ça. On peut passer la matinée sur un petit Zodiac en Antarctique avec le vent glacial au visage, à observer une colonie de manchots au milieu des icebergs. L'aventure brute. Et 1 an plus tard, on enlève ses bottes pleines de neige et on marche sur le plancher chauffant de sa salle de bain en marbre. Avant qu'un sommelier nous serve un millésime parfait dans notre suite. Ce contraste annule complètement la notion de compromis. Il prouve que la rugosité de la nature n'exige pas la punition du corps. C'est un tour de force logistique. Il faut s'imaginer que ravitailler un navire ultra-luxe au bout du monde, en Antarctique, c'est un cauchemar opérationnel. J'imagine même pas. Mais en réussissant ça, l'entreprise a repoussé les frontières physiques de l'endroit où l'élégance totale peut exister. Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu de recul pour notre 5e et dernier point? On a les fondations historiques de 1994, on a la suppression de la friction avec le majordome universel. On a l'immersion intellectuelle via le programme SALT. Et cette prouesse technique d'amener le confort suprême sur les champs de glace. Si on regarde le paysage global du marché décrit dans l'analyse, où se situe cette marque exactement face à ses rivaux? Le positionnement est super instructif. L'auteur fait une cartographie très claire. D'un côté, il y a Regent Seven Seas Cruises. OK. Ils sont redoutables sur la promesse du tout inclus et sont très directs sur leur proposition de valeur. Mais ils n'ont pas la profondeur culturelle d'un programme comme SALT, ni une flotte d'expédition capable d'aller au pôle avec la même intensité. D'accord. Et de l'autre côté, on a Seabourn. Oui, Seabourn joue vraiment dans la même cour avec des petits navires d'un raffinement extrême. Mais historiquement, ils sont moins présents et moins dominants dans les zones extrêmes ou les régions polaires. L'analyse introduit aussi un acteur intéressant, Mitsui Ocean Voyage. Fascinant, oui. C'est une marque qui se différencie par une identité culturelle très ancrée. Basée sur l'omotanashi, c'est ça? L'hospitalité anticipative japonaise, oui. C'est une approche distincte qui a son propre public de niche, des gens qui cherchent une expérience foncièrement différente des standards occidentaux. Et c'est là que je vais me faire l'avocate du diable. Vas-y. Face à un Mitsui qui propose une immersion culturelle très typée dans son ADN de service, ou face à d'autres concurrents qui misent sur l'extravagance visuelle pure, est-ce que le positionnement de Silver Sea ne risque pas de sembler presque trop classique? Un peu ennuyeux, tu veux dire? Ben oui, est-ce qu'être la marque la plus universelle ne revient pas à être la grosse berline allemande de luxe des océans, extrêmement fiable, technologiquement parfaite, mais peut-être un peu prévisible? C'est un risque perçu, c'est vrai, mais en réalité, c'est leur plus grande force commerciale. Pourquoi? Parce que dans cette sphère de prix-là, la prévisibilité de l'excellence, ce n'est pas un défaut, c'est l'argument central de vente. Ah, l'idée de la valeur sûre. Silver Sea ne sait pas d'être la plus excentrique ou de réinventer la roue avec des concepts avant-gardistes qui pourraient polariser la clientèle. Ils promettent d'être le meilleur choix sans risque.
Et quand la facture dépasse le prix d'une voiture neuve, on ne veut pas payer pour une expérience clivante. Exactement. Le client achète la garantie absolue d'une expérience complète. C'est l'universalisme du luxe. Mais attention, ne pas être excentrique, ça ne veut pas dire stagner. C'est vrai, l'article mentionne l'arrivée des nouveaux navires de la classe Evolution, le Silver Nova et le Silver Ray. L'innovation technologique est bien là, mais elle est mise au service de l'expérience plutôt que du simple tape-à-l'œil marketing. L'innovation asymétrique. J'ai trouvé ça fascinant de comprendre le fameux « pourquoi » derrière ce design-là. Ils n'ont pas fait des navires asymétriques juste pour faire beau sur les photos. Non, la forme suit la fonction. En décalant la structure et les corridors sur le côté au lieu du centre, ils ouvrent l'espace. Ils enlèvent les barrières visuelles entre l'intérieur et l'extérieur. C'est encore une fois une question d'éliminer la friction visuelle. On ne veut pas que le passager ait l'impression d'être enfermé dans une boîte de métal avec des petites fenêtres au bout d'un long couloir. Les designs asymétriques font en sorte que la destination, que ce soit à la mer ouverte ou un port historique de la Méditerranée, ça devient le papier peint naturel de la suite et des espaces communs. Et cette classe de navires intègre aussi des technologies environnementales de pointe. C'est devenu un prérequis non négociable pour opérer dans des zones sensibles comme les Galapagos ou l'Arctique. L'innovation sert donc la pérennité du modèle d'expédition. Ça sécurise leur capacité à continuer de proposer ce produit hybride d'aventure et de luxe dans les décennies à venir. En ressemblant toutes les pièces de ce casse-tête, les moments d'épiphanie de cette analyse deviennent limpides pour nous. Il y a une logique implacable derrière chaque décision. L'invention du tout inclus de luxe n'était pas pour faire boire davantage d'alcool aux gens, c'était pour assassiner la transaction financière au quotidien. Le majordome obligatoire n'est pas là pour flatter l'ego. Il est là pour détruire toute hiérarchie sociale à bord et agir comme bouclier contre la moindre tâche logistique. La culture était décodée et mise en scène par le programme SALT pour éviter le piège du tourisme creux. Et le grand exploit d'amener une salle de bain en marbre au milieu d'un champ de glace, ça prouve que l'industrie a dépassé l'ère des compromis. Tout cela culmine vers cette position de valeur sûre, une universalité complète qui résiste à l'épreuve du temps depuis 1994. Et tu sais, au-delà du monde des croisières, je trouve que la leçon comportementale est frappante. Oui, parce que comprendre pourquoi les gens payent ce niveau de prix-là, c'est comprendre la nature de ce qui a réellement de la valeur une fois que les besoins de base sont largement comblés. Atteindre le sommet d'une industrie, ça ne se fait pas avec des gadgets clinquants ou des expériences éphémères pour Instagram ou les réseaux sociaux. Ça se fait en offrant le luxe ultime, du temps de qualité totalement ininterrompu, l'éradication de toute charge mentale et des souvenirs construits sur la substance plutôt que sur la surface. Quand un service parvient à devenir tellement fluide qu'on ne le remarque même plus, c'est là qu'il a atteint la perfection. Ce qui nous laisse avec une réflexion beaucoup plus large à explorer pour notre auditoire. Laquelle? L'exemple de l'expédition polaire. Ça nous montre qu'on peut prendre deux concepts historiquement opposés, la rudesse de la nature sauvage, d'un bord, et le raffinement absolu, de l'autre. Et on peut les faire coexister sans qu'ils ne se diluent mutuellement. L'inconfort n'est plus une condition à l'authenticité. Exact. Et ça devrait nous pousser à nous interroger sur nos propres environnements, que ce soit dans nos stratégies d'affaires ou même dans l'organisation de nos vies personnelles. C'est un excellent point. Dans quelles autres sphères acceptons-nous encore de faire des compromis simplement parce qu'on nous a toujours dit que deux extrêmes ne pouvaient pas coexister? Si on peut boire un grand cru en gardant un iceberg, peut-être qu'on accepte trop souvent des frictions au quotidien qui pourraient, elles aussi, être complètement éliminées. C'est une belle réflexion pour ceux qui nous écoutent. Gardez cette idée en tête la prochaine fois que vous faites face à un faux choix entre deux extrêmes. Merci pour cette analyse approfondie et à la prochaine.